Bonsoir à tous, merci d'être venus une nouvelle fois très nombreux pour assister à ce webinaire qui sera le dernier avant les vacances, webinaire Pro Évolution, et on voulait vous proposer un sujet à la fois original et inspirant, puisqu'on va parler aujourd'hui d'Equi-Coaching avec deux intervenants qu'on présentera tout à l'heure, mais qui ont pratiqué, qui pratiquent et qui partagent justement cet exercice. On va pas commencer trop vite. On sait que les webinaires, il y a toujours besoin d'un petit peu de temps pour que les gens se connectent. Mais ça nous laisse quelques minutes pour déjà vous rappeler un peu le fonctionnement de l'outil sur lequel vous êtes et vous présenter aussi Proevolution pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous êtes actuellement sur l'outil Livestorm. C'est donc une plateforme de webinaire et vous avez en bas de votre écran des onglets, notamment le chat, vous pouvez utiliser pour parler, pour échanger, pour dire bonjour. Bonjour d'ailleurs à Jean-Marc, à Christophe, à Maëlys et à toutes les personnes connectées. Bonjour à tous, merci pour la fidélité. Je reconnais certains noms. Bienvenue aussi aux nouveaux. Et donc, avant de parler d'équipe coaching, je voulais quand même un petit peu vous parler donc de Proevolution, donc la structure qui héberge ce webinaire. Donc, qui est Proevolution? On est un cabinet de conseil RH. On accompagne l'ensemble du capital humain de l'entreprise, que ce soit du moment de l'acquisition, donc le recrutement, trouver vos talents, accompagner vos talents, que ce soit effectivement par des coachings, un sujet aujourd'hui, des formations, de l'aide justement à la décision. Ça peut être pour des besoins plus ponctuels comme du management de transition et aussi en transverse, comment utiliser le digital dans un monde RH, mais on peut utiliser le digital pour être plus performant, mais sans oublier de laisser l'humain au cœur du processus. Quelques chiffres rapidement, hein. On a été créé en 1988, donc on fête nos 38 bougies cette année. On s'adresse à différents secteurs publics et privés avec quand même une appétence assez forte sur le secteur industriel. On est un cabinet dont le siège est en Alsace, mais qui est présent, je vais y revenir, dans toute la France et à l'international. Pour les formations, on est certifié Calliope et reconnu par nos candidats par le label Happy Candidates. Je vous disais, donc, on est présent effectivement à un siège à Mulhouse, plus précisément à Diedenheim, mais présent un peu partout en France, comme vous le voyez. On se développe à l'international avec aussi une antenne à Karlsruhe, puisque l'un de nos éléments vraiment différenciants, c'est tout l'axe franco-germanique, mais aussi avec l'espagnol, puisqu'on est également présent avec un partenaire à Barcelone. Voilà, les équipes rapidement, hein, que vous voyez ici, je ne vais pas tous les présenter, mais sachez donc qu'on est capable d'adresser donc 4 langues différentes et différents sujets donc que je vous ai présentés. Avant de commencer sur le webinaire, puisque je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se connectent, je voulais quand même vous partager notre prochaine date. Alors, non pas de webinaire, hein, puisqu'on fera donc la pause estivale et je n'ai pas encore le programme de la rentrée qu'on ne manquera pas de vous partager, bien sûr, notamment sur notre page LinkedIn et notre newsletter. Mais par contre, pour nos managers de transition, et je sais que vous êtes nombreux à suivre nos webinaires, sachez qu'on fait notre prochaine rencontre. On retourne à Strasbourg, hein, c'est là qu'on avait commencé il y a à peu près un an. On retourne donc précisément à la Brasserie Perle de Strasbourg, donc le 25 juin. Je vais juste vous partager le lien dans le chat pour les personnes qui sont intéressées, pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur cette soirée et éventuellement vous inscrire. N'hésitez pas, il reste encore de la place, on l'a relancé il n'y a pas longtemps. Voilà, je viens de vous le mettre dans le chat, donc n'hésitez pas, hein, c'est en soirée, il y aura des partages de missions, il y aura des partages aussi de chiffres et de tendances pour les managers. Donc n'hésitez pas à venir, et même si vous êtes des personnes qui vous posez la question si vous étiez à être manager de transition, c'est également pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour laisser les personnes se connecter, mais on va revenir sur le sujet. Alors, pour introduire ce sujet, parce que certains d'entre vous se sont inscrits à ce webinaire en disant je connais l'Equi-Coaching, j'ai envie d'en entendre un peu plus parler, de voir les experts, ou au contraire, je suis curieux, qu'est-ce que c'est? On va commencer avec un petit sondage que je vous partage tout de suite à l'écran, où je vais simplement vous poser la question, est-ce que vous avez déjà pratiqué l'Equi-Coaching? Donc, est-ce que oui, vous avez fait une séance, peut-être animé une séance, peut-être qu'il y a d'autres Equi-Coachs autour de la table, de l'écran, ou non, tout simplement, vous avez venu par curiosité. Et puis, j'ai rajouté le nom, mais je l'envisage pour ceux qui peut-être en ont un peu entendu parler et qui souhaiteraient se renseigner. Donc, n'hésitez pas voilà, à vous aussi participer déjà à ce sondage et peut-être en savoir plus. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de curieux, hein. Les premières réponses sont plutôt négatives. Donc, Kirsten, Régis, vous allez devoir avoir un ton très pédagogique. Et ça fait une très bonne transition, justement, puisque je vais présenter nos intervenants de ce soir, puisque donc nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous, donc d'un côté, Kirsten, qu'on connaît bien, hein, puisqu'elle travaille de manière très étroite avec notre cabinet depuis pas mal d'années,
et qui aujourd'hui, dans ses nombreuses casquettes, est aussi équicoach. Et donc, il pourra vous parler de cette pratique en détail. Mais également pour apporter du concret, merci beaucoup à Régis Imbert, donc qui est DRH du groupe Latour. Je le laisserai présenter plus en détail, ainsi que le groupe Latour, et qui a donc lui aussi testé avec ses équipes cette pratique. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais laisser justement la parole à nos intervenants et puis peut-être commencer à me tourner vers Kirsten en posant une question très simple, puisqu'on a quand même 89% des répondants qui ne savent pas ce qu'est l'equicoach, que le coaching, en tout cas qui ne l'ont pas pratiqué. Et donc, Kirsten, question très simple, mais qu'est-ce que l'equicoaching? Merci, Xavier Noël, et merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là et de partager finalement ma passion après avoir parlé pendant 15 ans à qui voulait bien entendre que les passions, c'est les chevaux. Et un jour, je mettrai bien en face les managers avec les chevaux. Voilà, maintenant, ça fait 4 ans que j'ai réalisé ce rêve-là. Et oui, on me pose pas mal les questions. Qu'est-ce que c'est l'équicoaching? Parce que beaucoup de personnes qui imaginent il y a un cheval, alors forcément, on va monter sur ce cheval. Ou on pense que c'est une activité un peu bien-être, ou c'est la thérapie, parce qu'on a entendu d'un enfant peut-être autiste ou en situation de handicap avoir expérimenté avec un cheval. Mais non, c'est ni l'un ni l'autre. L'équicoaching, c'est vraiment c'est une activité professionnelle qui est structurée, encadrée par les professionnels, qui met en interaction finalement une personne avec un cheval dans un but précis. Donc, il ne s'agit pas du tout d'équitation, ce n'est pas de spectacle. Et si vraiment la personne n'a même pas besoin de s'approcher plus que ça du cheval s'il ne souhaite pas. Donc ça veut dire le cheval est vraiment là pour faire sortir certaines choses, pour pratiquer une dynamique, pour rendre visible finalement ce qui n'est pas forcément visible. Et c'est ça déjà qui répond un peu à la question, parce que ça c'est la suite, mais pourquoi le cheval? Et en plus ce n'est pas un outil, c'est vraiment un partenaire dans l'ensemble. Pourquoi le cheval et pourquoi pas un hamster par exemple? C'est parce que le cheval, c'est un animal de proie et c'est un animal social. Donc, du coup, le cheval, sa survie dépend à sa capacité à percevoir les micro-signaux de son environnement, de ses congénères. Par exemple, on dit des fois un cheval est capable de sentir une différence de pression sanguine à 30 mètres de distance. Et donc, on peut dire que le cheval, finalement, il a une capacité extrêmement fine de percevoir les signaux. Le cheval, également, il partage la même base biologique. Donc, on partage le même système nerveux qui, finalement, est un moyen de communiquer. Donc, ce n'est pas juste le langage, mais on peut percevoir avec notre corps, finalement, l'environnement. Donc voilà, le cheval, du coup, il sait capter autour les prédateurs. Et nous, bah, du coup, on a un peu perdu cette capacité-là de percevoir les micro-signaux. On nous apprend, voilà, il faut regarder le langage du corps, mais en réalité, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et c'est là où le cheval il peut nous aider à réapprendre de lire notre environnement. Et pour un manager, finalement, c'est assez pratique de savoir que finalement, il se passe bien plus de choses que juste la communication à travers des mots et le langage du corps. Et j'ai déjà parlé maintenant qu'on partage un peu cette même base biologique et on partage le même système nerveux autonome. Donc, si on parle du système nerveux autonome, Sabine, si tu veux passer à la prochaine slide, merci. C'est que c'est notre système nerveux autonome. Si je peux simplifier, Stephen Porges il va parler du système vert, orange et rouge. Donc le système vert, ça c'est tout le monde sait qu'on est détendu, on est en sécurité, on est capable d'avoir une conversation avec les gens autour et on est vraiment là à se connecter l'un l'autre. Donc ça c'est le système vert. Mais du moment où on s'expose à un stress, on va passer en système orange. Le système orange sert à se mettre en sécurité. Là, quand on passe en système orange, ça veut dire qu'on a détecté un danger. Il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. Par exemple, nos muscles de l'oreille interne ils vont changer et on n'entend plus les bruits de la même manière. Donc si maintenant quelqu'un dit ah ben j'ai pas du tout compris ou j'entends pas ce que l'autre me raconte,
c'est potentiellement, on n'est plus dans le même système. Donc peut-être on est tous les deux en système orange, il y a quelque chose qui s'est activé parce qu'on a perçu un danger et du coup, on n'entend pas de la même manière. Si maintenant, imaginons, on est bloqué dans une salle de réunion, on ne peut pas sortir d'un danger, même s'il n'y a pas de danger réel, mais notre système a capté qu'il y a un danger et je ne peux ni m'enfuir, ni attaquer. Ça ne se fait pas trop dans une salle de réunion. On va passer en système rouge. Donc, ça veut dire le système rouge, c'est comme une course-circuit et on bloque tout notre ressenti et du coup, on va retrouver, quand on parle en anglais, on freeze. Ça veut dire on ne sent plus rien et on ne fait plus rien. Ça veut dire, des fois, on a l'impression que les personnes autour de nous, ils sont paresseuses. Mais c'est peu qui sont tout simplement dans un état de protection vraiment fort, on va dire, et ils n'arrivent pas à ressortir. Donc maintenant, c'est pas en soi, c'est pas une mauvaise chose parce que tous ces systèmes-là sont là pour nous aider. Sauf que si on reste bloqué dans un système, c'est là où on va retrouver le stress quand on parle du mauvais stress, parce qu'on n'arrive pas à sortir d'un mode, on n'arrive pas à sortir du mode orange et on va se retrouver avec toutes les maladies comme le burn-out qu'on rencontre actuellement assez souvent. Donc l'idée, c'est d'apprendre à switcher d'un état à l'autre. Et le cheval, il peut nous aider à faire ça. Il peut nous aider à découvrir dans quel état je me retrouve et comment est-ce que je peux du coup en sortir pour retrouver la sécurité. Et ça pas que pour nous. Et c'est là, on va après regarder comment ça se traduit. Mais comment est-ce que mon système nerveux autonome il va reconnaître s'il y a danger ou pas et pour switcher entre les différents états. Et c'est là où on va parler de la neuroception. Donc la neuroception, c'est vraiment la capacité de notre corps à détecter les signaux de danger ou de sécurité. Et ça, c'est un processus qui est inconscient, ça se passe constamment. Donc là, chacun d'entre nous ici présent, il y a des capteurs qui vont regarder est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger. Et ça peut se traduire, par exemple, par le ton de la voix, une posture, un regard, ou tout simplement la respiration que je vais entendre. Donc ça veut dire en management, c'est important pour un manager de savoir, finalement, les équipes, en fait, elles captent plus. C'est pas juste les mots qu'on utilise, c'est pas juste des sujets de discussion. Il y a vraiment une ambiance qui est ressentie. Et cette ambiance-là, elle ne se lit pas juste, elle se traduit aussi. Là, on va parler de la co-régulation. La co-régulation, ça veut dire que moi-même, je vais me sentir, par exemple, si je suis en vert, je suis capable de retranscrire ou transmettre ou de transmettre cet état vert autour de mon équipe. Tout comme dans l'autre sens, si maintenant je suis en stress ou je suis en insécurité, ce stress-là va se transmettre aussi. Je peux utiliser tous les mots du monde qui existent pour rassurer quelqu'un, mais si mon système signale à l'autre système nerveux de l'autre personne qu'il y a un danger, c'est ça qui va primer de tous les mots que je vais pouvoir dire. Et c'est là où on va, avec le cheval, on va utiliser finalement cette co-régulation. Ça veut dire que je peux apprendre avec le cheval de m'autoréguler et de co-réguler mes équipes. Parce que le cheval, c'est ce qu'il fait. Il va capter mes intentions, il va capter ce que j'ai prévu de faire. Et du coup, il va m'aider, il va me donner ce feedback directement par rapport à mon intention que j'ai. Et c'est ça, c'est super chouette à observer quand les personnes qui travaillent avec les chevaux, finalement, comment ils arrivent finalement à moduler leurs intentions, à vraiment se connecter à leurs intentions. Et donc voilà, et je crois à ce moment-là, Régis Voilà. va pouvoir On parler de va, cette équipe, on comment va ils vont. parler effectivement donc de à ce stade-là, parce qu'on se pose la question de faire pour nous une séance d'équicoaching. Alors avant ça, rappelez, je vois qu'il y a des gens qui tapent au clavier, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions, on prendra les questions à la fin, mais vous posez sans doute des questions sur comment fonctionne l'équicoaching, quand est-ce qu'il faut en faire appel. Donc c'est une question pour Kirsten ou pour Régis qui va justement introduire la question de voilà, pourquoi on ferait de l'équicoaching, qu'est-ce qu'il faut définir en amont, et Régis, je te laisse déjà te présenter et nous faire ce retour d'expérience.
Merci, bonsoir à tous. Alors rapidement, effectivement, je suis donc DRH du groupe Latour qui est situé à Mulhouse et donc on intervient dans les domaines de la construction, de la promotion immobilière et de l'hôtellerie-restauration. Et alors justement en 2022-2023, en fait, sur notre pôle hôtellerie-restauration, on a voulu lancer un peu un process autour du management, du leadership. Et on voulait quelque chose de fort, on voulait quelque chose qui marque. Et dans ce cadre-là, moi j'avais eu l'occasion de solliciter des séances d'équi-coaching dans un précédent job dans la grande distribution. Et donc j'ai proposé cette formule-là. Et alors, ça a été assez, ça a créé un peu d'étonnement, on va dire, chez les gens, beaucoup de questions. Mais au final, en fait, ça a vraiment convaincu toute l'équipe. Alors, ce qui est important, c'est que cet equi-coaching, donc c'est un outil, il faut que ce soit intégré dans un process, dans un parcours avec des objectifs qui sont clairs. Donc, il faut bien se mettre en tête qu'on n'y va pas pour faire un séminaire un peu ludique, pour aller faire les foufous avec un cheval. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est vraiment un outil et c'est même un des meilleurs outils de travail sur la posture et sur la gestion émotionnelle. Le prérequis, ou les prérequis en tout cas, c'est de bien définir précisément déjà en tant que direction qu'est-ce qu'on veut travailler dans l'equi-coaching. Par exemple, l'equi-coaching n'est pas forcément là pour vous apprendre, pour apprendre à vos managers à avoir des techniques de management de proximité, par exemple. Par contre, ça peut facilement apprendre à vos managers à trouver de la cohésion, à trouver les bonnes clés de communication lorsqu'ils sont dans des situations difficiles. Ça, c'est une bonne ambition pour la direction. Après, cette ambition, il faut qu'elle soit également traduite en objectifs clairs, que ce soit collectif pour le groupe et individuel aussi. Et pour ça, nous, ce qu'on avait fait à l'époque, et je pense que c'est la meilleure façon de faire, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, nous, ça a été assez probant, c'est de faire un test de personnalité. Donc, on avait choisi le profil DISC qu'on utilise très régulièrement. Alors, je fais peut-être une petite parenthèse, tout le monde ne connaît peut-être pas le profil DISC. C'est un des tests de personnalité les plus anciens et les plus perfectionnés aussi en notoriété en tant que dans son algorithme. C'est celui avec les 4 couleurs, hein, bleu, vert, rouge, jaune. Je rappelle rapidement, le rouge, c'est les profils plutôt dominants, qui aiment le défi, qui cherchent le pouvoir, qui sont exigeants. Les profils jaunes, ce sont les profils un peu plus dans le relationnel, dans la créativité, dans la capacité à faire travailler les gens ensemble, à créer du collectif. Les verts, ce sont plutôt les empathiques, calmes, posés, qui sont capables de se mettre à la place des autres facilement. Et les bleus, ce sont les gens qui sont plus sur la rigueur, sur la règle, le dogme, le contrôle, l'analytique. Donc, on avait fait un test de personnalité donc, pour l'ensemble des participants qui ont révélé certains profils de personnalité. Donc, vous avez un rapport d'une, je ne sais pas, il y a facilement 40 pages de rapport. Et l'idée, c'était de partir de ces constats-là et d'aller, comment dire, les éprouver avec le cheval. Donc, nous, notre ambition, donc là, vous voyez sur la photo, donc on avait le directeur général qui est au milieu, Julien Kessler, et autour, les participants qui étaient donc des directeurs, qui étaient CN-1, qui étaient des directeurs d'hôtels et des directeurs de restaurants, et directrices commerciales également. Donc, l'ambition, c'était de pouvoir travailler sur le leadership, donc être capable de travailler sa posture, être capable de travailler un peu sa gestion émotionnelle. On voulait que les gens travaillent un peu sur la cohésion d'équipe aussi, être capable de se mettre à la place des autres pour mieux trouver la cohésion. Et on a voulu aussi travailler sur trouver des clés de communication déjà au sein même de ce groupe-là. Alors, le test de personnalité vous donne déjà des clés de communication, mais en fait, on s'est rendu compte par les exercices faits avec les chevaux, ces clés de communication, elles devenaient visibles. En fait, elles s'affichaient en rouge devant nous. Pourquoi ? Parce que en fait, tout était en direct et tout était ressenti par le cheval et tout était authentique avec un feedback direct. Donc, j'en parlerai un peu plus après, je vais repasser la main à Kirsten, mais ce qui est
important, je pense, dans une logique un peu plus RH, c'est de bien travailler pourquoi on fait ça et quels sont les objectifs et est-ce qu'ils sont en phase avec les ambitions de la direction. Très bien. Merci Régis. Donc effectivement, on voit qu'est-ce qui peut motiver une entreprise, du moins des directeurs, à faire appel à l'Equi-Coaching. Donc maintenant qu'on sait pourquoi on le fait, ben, comment ça se déroule? Et peut-être Kirsten, tu peux nous expliquer le déroulé d'une séance d'Equi-Coaching. C'est ça. Donc, une fois, c'est bien important de bien faire la préparation avant, comme Régis a déjà dit. Donc là, on rentre, on imagine que ça c'est fait, et après, on rentre vraiment dans un séminaire avec les chevaux. Donc, il y a plein de différentes méthodes qui existent. Moi, à laquelle je suis formée, c'est la méthode Epona Quest, qui est développée par Linda Kohanoff, qui est une des pionnières de l'Equi-Coaching, qui a fait ça il y a 30 ans en arrière déjà, et qui a peaufiné cette approche. Et là, on ramène vraiment, l'idée c'est ramener les personnes à son corps et son intention. Donc, par exemple, elle utilise, dans cette approche, on va utiliser ses intentions et un body scan, ça veut dire reconnaître son propre fonctionnement, ses propres émotions, comprendre qu'est-ce qui se joue à travers ça. Et surtout, on va regarder aussi les messages potentiels derrière les émotions. Au lieu de se dire, oui, il y a des émotions positives ou négatives, là, on va mettre des émotions purement un messager qui mène, un message utile qui mène à une action à mener derrière. Et du coup, on va d'abord travailler ça. Donc, on va se connecter à notre corps et on va définir aussi le sujet. C'est quoi le sujet que je veux travailler? Ensuite, on va se mettre en présence du cheval. On va faire un exercice. Je vais en donner un exemple dans un instant. Et à la fin de cet exercice, on va regarder, on va faire le transfert direct sur le leadership concret. Donc, ça veut dire, par rapport à ce que j'ai vécu avec le cheval, comment est-ce que ça va se traduire au quotidien, moi, dans ma posture managériale, par exemple. Donc, à chaque fois, il y a les 3 étapes. Déjà, les intentions avec la connexion au corps. Ensuite, on choisit le sujet qui reste à travailler, que ce soit les émotions, les limites ou autres. On passe l'expérience et ensuite, il y a le transfert. Donc, c'est vraiment avec Epona Quest, on travaille, c'est une pédagogie de développement des compétences à travers les chevaux. Donc, soit on peut développer des compétences, surtout des compétences et des ressources qu'on n'a potentiellement pas accès où on a la pression. Donc, on apprend à accéder dans les moments de grand stress ou de pression ou parce qu'un sujet est complètement nouveau et qui me dépasse. Du coup, on apprend à se reconnecter à ces compétences-là. Et ensuite, bien sûr, le transfert. Donc, un exemple, par exemple, on a très souvent dans les managers le problème qu'on va retrouver très souvent, surtout dans le monde industriel, dans lequel j'évalue les 15 dernières années à l'international, dans les grands groupes. Et il y a un type de manager qu'on retrouve très souvent, c'est celui qui est très autoritaire. Ça veut dire qui est arrivé à un certain point dans sa carrière, où il était techniquement très bon, et du coup, il a appris à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et très souvent, ça coupe un peu la relation avec les personnes. Donc, du coup, les personnes avec qui je travaille, on va travailler sur sa posture. Comment est-ce que je peux motiver une équipe? Comment est-ce que je peux, par exemple, pousser un peu par l'arrière parce qu'ils sont fatigués, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, sans les surcontrôler et ni abandonner le cadre. Ça veut dire le cadre qui sont les règles, les choses qu'on a convenues. Voilà. Et du coup, on va d'abord regarder comment est-ce que je me sens avec ça, c'est quoi mon état actuel. Et le cheval, ensuite avec le cheval, je vais moduler un peu. Je vais pousser le cheval. Donc l'idée, c'est que le cheval va tourner autour de nous. Et je vais, avec cette énergie de pousser, je vais le faire tourner autour de moi. Mais je vais adapter finalement mon énergie par rapport à ce que le cheval va me dire. Donc, je ne vais pas pousser trop, sinon le cheval ne va pas faire ce que je veux. Mais si je ne fais pas assez, le cheval ne va jamais faire l'exercice. Et l'idée derrière, ce n'est pas de faire avancer le cheval, c'est pas ça la réussite, mais le transfert derrière. Parce que même si j'arrive pas à faire tourner le cheval autour de moi,
mais c'est de comprendre vraiment ce que je vois à ce moment-là, cette connexion au corps et la différence que je peux expérimenter, c'est ça qui va faire la différence. Et derrière, on va regarder comment, et ça va donner un peu un ancrage pour le transfert derrière quand je retourne avec mon équipe et je dois donner des instructions. À quel niveau est-ce que je vais donner cette instruction avec cette énergie que j'ai vécue avec le cheval? Ça va m'aider à ajuster finalement mon énergie avec mes équipes. Et l'Equicoach dans tout ça, Kirsten, à quoi sert-il? C'est ça. Et très souvent, on dit ah bah c'est bon, j'ai un cheval, j'ai une équipe, il suffit de mettre les deux ensemble et c'est bon. Mais il ne faut pas oublier, c'est quand même l'équicoach, il y a coach dedans. Ça veut dire, c'est le rôle du coach, il est multiple. Autant plus, là, on est sur, déjà en tant que coach classique, on est dans une relation humaine avec un être vivant qu'il faut prendre soin et une certaine éthique derrière. Mais là, on a un troisième être vivant dans l'histoire, plus le groupe qui observe. Et c'est là le rôle de l'équicoach, c'est extrêmement important parce qu'il doit à la fois être en capacité d'observer ce qui se passe et pour pouvoir faire le transfert avec l'objectif et les enjeux professionnels qui étaient définis, mais il doit aussi regarder est-ce que la personne qui est en train d'interagir avec le cheval, comment est-ce qu'elle se sent, est-ce qu'elle est encore en sécurité émotionnelle, est-ce que la personne peut-être être face à un cheval, ça peut faire peur. Donc la personne, elle doit constamment être en sécurité, que ce soit physique que émotionnellement. Le groupe, il y a le regard des autres. Et pareil, le groupe peut avoir une influence sur la personne. Et le groupe, pareil, il peut faire un transfert. Il y a des projections qui se passent. Donc il faut bien, même si le groupe en soi n'est pas actif, il faut garder un œil sur le groupe pour voir qu'est-ce qui se passe dans la dynamique de groupe. Parce que très souvent, dans les exercices, ça va ressortir les mêmes fonctionnements ou des fois dysfonctionnements qui existent au quotidien au travail. Et ensuite, il y a le cheval, bien sûr. Le cheval, juste parce qu'il est doué à lire les signaux, il est doué à faire ressortir des choses qu'on n'a pas vues, ça reste un être vivant qui est extrêmement éponge. Donc, ça veut dire le cheval va capter tous les signaux. Donc, il faut bien garder un œil sur le cheval également pour vérifier est-ce qu'elle est en situation de stress, est-ce qu'elle est disponible, est-ce qu'elle est encore capable de gérer les émotions qui sont en face et les problèmes. Et très souvent, donc, il peut y avoir des exercices et se peut que le cheval, après, il ne peut plus continuer le reste de l'atelier parce qu'il a besoin d'une pause. Donc, c'est ça, l'équicoach a un rôle important aussi pour le bien-être du cheval. Merci Kirsten. Donc maintenant que tu nous as partagé effectivement cette manière de faire, on va se tourner vers Régis qui lui l'a vécu avec ses équipes. Est-ce que Régis, tu peux nous raconter un peu plus en détail comment ça s'est passé cette expérience? Alors, comme dit, on venait avec beaucoup de curiosité parce que, et volontairement, on n'avait pas trop voulu nous dire en quoi ça allait consister. Et en fait, il s'est avéré que ça a été une expérience vraiment très riche, très efficace, une expérience marquante pour l'ensemble du groupe. Alors, ça a duré, je ne sais plus, à peu près 2-3 heures. On a enchaîné 4, 5, 6 exercices, parfois individuellement, par deux et en groupe. La première chose qui saute aux yeux, et c'est ce que j'ai mis en premier là, c'est que c'est vraiment un vrai révélateur. C'est-à-dire que vous faites des tests de personnalité, vous avez un algorithme mathématique qui va vous donner des couleurs, qui va vous donner des appréciations, etc. Là, vous avez un révélateur qui n'a pas de filtre, vous avez un feedback qui est direct, vous avez une authenticité que vous n'avez même pas forcément quand vous avez même quelqu'un comme un recruteur qui va essayer d'évaluer la personnalité de quelqu'un ou un manager qui va essayer de s'adapter à quelqu'un. Là, vous avez quelque chose qui est authentique. Et c'est assez intéressant. Je vais vous donner un exemple. On avait donc 2 personnes qui avaient une prépondérance rouge dans leur test de personnalité. Et en fait, on s'est rendu compte pendant les exercices que une des 2 personnes était vraiment très rouge, c'est-à-dire qu'on a retrouvé tous les codes du rouge. Et l'autre personne qui avait un rouge qui était un des plus forts que moi, je n'ai jamais vu, en fait, s'est avéré totalement vert pendant la séance. Et en fait, rien que ça, déjà, ça ouvre plein de discussions.
et ça donne beaucoup de clés finalement aux autres pour aller communiquer finalement différemment avec cette personne-là. Donc c'est un feedback qui est vraiment très très authentique et ça c'est appréciable. Ça sollicite beaucoup de capacités d'adaptation aussi, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas se retrouver à essayer de tricher ou de ne pas être naturel. Et ça pousse un peu dans les retranchements. Kirsten parlait des managers autoritaires. Effectivement, ça va les pousser un peu dans leur retranchement. Donc, ça fait un exercice qui est assez puissant là-dessus. En termes de langage non verbal, pour moi, c'est l'exercice ultime de langage non verbal, justement grâce à cette authenticité, c'est-à-dire vous avez votre réponse directement. C'est cette dynamique temps réel qui est appréciable aussi parce que souvent, quand vous faites des exercices de mise en situation dans les exercices de management, les coachings, etc., on va se filmer, par exemple, on va débriefer derrière, tiens, tu as eu cette posture, tu aurais pu faire ci, faire ça. Mais derrière, en fait, on n'a pas forcément toujours le temps de refaire un exercice où on va essayer de se corriger. Là, avec les quick coaching, si en live, vous n'êtes pas capable de vous corriger, en fait, vous n'allez pas pouvoir forcément aller au bout de l'exercice. Alors, je fais une petite parenthèse, ça amène aussi un peu quelques problématiques parce qu'il ne faut pas que ça stigmatise non plus les gens. Donc, nous, on a passé aussi beaucoup de messages avant, j'y reviendrai après, mais en fait, on est exposé dans un exercice comme celui-là et il faut qu'il y ait de la bienveillance dans les participants. Il faut qu'on soit vraiment dans un exercice de communication. Si quelqu'un n'y arrive pas, alors souvent les quick coach est là pour gérer ce genre de situation. On n'a pas vraiment, on a eu 1 ou 2 cas où ça devenait difficile, mais même ce cas difficile, en fait, on a su en tirer finalement une règle finalement de communication qu'on a appliquée après dans un plan d'action spécifique. Donc pour résumer, en fait, pour le salarié, en fait, à quoi ça sert? Ça lui fait un diagnostic qu'on peut juger fiable. Comme dit, c'est pas un algorithme qui va vous donner un profil de personnalité. C'est une vraie prise de conscience parce que en fait, on se rend compte peut-être que voilà, notre posture elle n'est pas adaptée. On se rend compte qu'on n'a pas su interagir avec le collègue pour faire l'exercice correctement avec le cheval. On s'est rendu compte que peut-être on n'a pas su convaincre aussi quelqu'un de faire comme ça et ça s'est ressenti dans l'exercice avec le cheval. Donc, une vraie prise de conscience. C'est pour moi le meilleur travail de posture qu'on peut avoir, clairement. Et surtout, c'est ce que j'appelais un souvenir ressource. Alors, c'est un concept plutôt psychologique, ça, mais c'est quelque chose qu'on va souvent se remémorer quand on sera dans une situation de difficulté. Et souvent, moi, je rejoue un peu, j'appuie un peu sur ce bouton-là quand je suis parfois en face des managers qui avaient réalisé cet équi coaching, de dire souviens-toi de l'exercice, souviens-toi ce qu'on s'était dit, souviens-toi ce que tu avais fait. Et en fait, c'est tellement puissant comme exercice que ça rentre vraiment dans la mémoire. Pour le groupe, je pense que c'est un très très bon exercice de team building. C'est un diagnostic de problèmes de communication aussi, parce que justement, quand vous devez trouver des interactions pour faire avancer un cheval, lui faire passer des obstacles ou tout type d'exercice, en fait, ça vous oblige à vous-même essayer de corriger vos propres problématiques de communication. Et après, c'est un travail d'intelligence collective qui est très très pertinent aussi, parce qu'il y a des exercices où tout le groupe, là on était à 7, à devoir faire avancer le cheval, et ça veut dire qu'avant ça, on doit déterminer une stratégie ensemble, donc on doit faire appel à de l'intelligence collective, et ça va aussi, même en dehors du cheval, ça va faire travailler les gens sur les interactions, sur de la négociation, et sur toutes les techniques pour convaincre quelqu'un qu'il faut faire comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que même sans le cheval, ça crée des interactions entre les participants. Et finalement, pour l'employeur, en fait, ça fait une évaluation assez réaliste et authentique, justement, des forces et des faiblesses de son équipe. On le voit de façon très claire. Pour nous, c'était intéressant parce qu'on a un patron qui se dévoile. C'est-à-dire que le patron, il a fait l'exercice avec, il s'est dévoilé, il n'a pas eu peur de s'exposer. Et ça a eu vraiment des répercussions très positives sur son image, sur la façon dont les gens ont communiqué avec lui après et la façon dont ils ont même adapté leur communication avec lui après. Et comme je parlais de souvenirs ressources pour la personne au niveau individuel, au niveau collectif, c'est un point d'ancrage également. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on rappelle dans les séances collectives, de dire vous vous souvenez ce qu'on s'était dit ou ce qui s'était passé lors de l'équi-coaching, et on peut tirer dans la durée des enseignements de cet exercice-là.
Donc, c'était vraiment un très, très bon exercice pour nous qui a vraiment plu à tout le monde. Et donc, est-ce que tu peux donner justement les clés, donc cette expérience qui visiblement était réussie, qu'est-ce qui a fait que c'était réussi, justement? Alors, justement, j'ai mis ça un peu en 3 points. Bon, ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire qu'il faut bien préparer la séance avec le ou la coach, effectivement. C'est-à-dire que tout ce qui est ambition générale de la direction, les tests de personnalité avec les profils de chaque personne. Alors là, en l'occurrence, pour nous, chaque personne avait un collier, en fait, les couleurs étaient affichées. Ensuite, c'est tout ce qui est échange sur les situations interpersonnelles qui pourraient être problématiques, c'est-à-dire que la coach doit être au courant aussi de ça pour ne pas mettre les pieds dans le plat, peut-être avec 2 personnes qui auraient des problématiques de communication ou des problématiques relationnelles. Et justement, en échangeant sur ces problématiques connues, on peut peut-être parfois mettre certaines personnes en binôme pour les forcer à travailler ensemble. Donc, bien préparer la séance. J'en parlais un peu avant, bien fixer le cadre et les règles avec les participants, c'est-à-dire que les objectifs qu'on a définis, il faut bien les exprimer, les écrire même et les partager avec les participants. Et surtout, rappeler les règles. Alors, la coach le fait de manière évidente, mais c'est bien de le travailler un peu avant. Parce que, comme je disais avant, vous êtes exposé, c'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, pour grossir un peu le trait, mais dans une séance de coaching, vous pouvez toujours un peu vous en sortir. Peut-être vous pouvez faire des pirouettes si vous êtes un bon orateur ou quoi. Avec le cheval, c'est déjà plus compliqué parce que justement, il va tout ressentir, il va mettre en exergue en fait les problématiques. Donc, vous êtes exposé, c'est-à-dire qu'il faut travailler en amont sur la bienveillance de tous les participants, qu'on ne stigmatise pas les gens qui n'arrivent pas à faire un exercice, être le plus naturel possible, justement pour ne pas se mettre dans des situations où on va amplifier la problématique, où le cheval ne suivrait pas, et surtout observer son propre comportement, mais observer le comportement des autres. Et en 3, Kirsten va nous en parler, mais d'ancrer l'expérience. Ancrer l'expérience, c'est sacraliser le moment, faire une expérience commune qui est forte, à laquelle on peut faire appel dans le futur, faire des évaluations à chaud, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as appris toi sur toi-même, qu'est-ce que tu as appris sur les autres, traduire tout ça dans des plans d'action. Alors, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de trop non plus de trop administratif, mais de se mettre 2-3 plans d'action parce que tu as vu que là, tu as eu une problématique de posture, tiens, on se met un plan d'action. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est que 3, 6 mois, 9 mois, et plus tard même, on a fait un suivi de ces plans d'action-là. Et ensuite, suivre justement les progrès dans la durée. Donc, le rôle des RH, il est fort. Suite à ces exercices avec l'equi-coaching, il ne faut pas en faire un one-shot, il faut en faire vraiment un parcours dans la durée. Et bien justement, donc Kirsten, on te laisse compléter donc le après. Voilà, qu'est-ce qui se passe après la séance? Donc, après la séance, donc ce qui est important, c'est que la séance, finalement, c'est que le début. L'important, c'est l'application au quotidien dans le monde réel, finalement, où on va pouvoir intégrer ces apprentissages. Donc, ça reste une expérience forte, mais finalement, on ne fait pas une séance d'Iki-coaching pour le plaisir de faire une séance d'Iki-coaching. L'idée, c'est vraiment changer au quotidien ce qu'on a vécu. Et là, moi, avec le Sentient Leader, nous, ce qu'on fait, c'est après la séance d'Iki-coaching, c'est le cœur du programme. Et ensuite, il y a un coaching individuel qui se passe où on va analyser au quotidien de quelle manière est-ce qu'on a réussi à mettre les choses en place. Donc, si maintenant je suis un leader autoritaire et j'ai du mal à finalement ressentir ce que l'autre personne a besoin pour la motiver, je vais l'accompagner au quotidien sur cette problématique. Donc, ça veut dire qu'on va regarder une fois par mois à peu près de quelle manière est-ce que ça évolue, avec des exemples concrets. Quand c'est des équipes, on peut faire un accompagnement en team coaching. Donc, ça veut dire le coach va participer lors des réunions et regarder et observer comment cette dynamique de groupe va évoluer par rapport aux apprentissages tirés de la séance d'Iki-coaching. Donc, c'est vraiment cette intégration qui va faire la différence. Ce n'est pas une séance de cheval, ça va être juste un bon moment, mais ce n'est pas la séance en soi qui va changer. C'est l'intégration.
Et donc, peux-tu nous décrire un peu le cadre professionnel autour de tout ça? Ça, c'est un sujet qui me tient en particulier au-delà du bien-être animal dans cette histoire, mais c'est l'équicoaching aujourd'hui, ça reste un métier qui est encore assez récent. Donc, il faut bien prendre ça en compte. L'important, c'est de regarder qui, finalement, dans les équicoachs, a ce cadre, finalement, et une éthique qui correspond à ce qu'on cherche. Et c'est là, je peux que conseiller, si maintenant quelqu'un serait intéressé, aussi de regarder côté du SYNPAC, c'est le syndicat des coachs qui a vraiment pour but de professionnaliser le métier avec une déontologie claire et aussi avec un processus d'accréditation qui permettra finalement à comparer les équicoachs pour vraiment on sait quand on parle d'équicoaching, c'est de ça on parle. Et pareil, il y a le projet de loi de la médiation animale qui va être voté. Et du coup, là, on a un rôle aussi à vraiment faire parler de l'équicoaching. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi. C'est pas la baguette magique, c'est quelque chose avec une structure claire. Et du coup, ça doit respecter certaines règles, sinon ça peut mal se passer finalement pour la personne qui participe et pour le cheval, et c'est pas ça le but. Et donc c'est pas juste une idée originale, mais ça doit correspondre à une certaine éthique. Voilà, donc ça c'était à titre personnel, c'est très important pour moi qu'on garde ça en tête, que c'est un vrai métier, c'est pas juste quelque chose qui s'improvise. Très bien, merci. On arrive à la conclusion, donc je vais vous laisser tous les deux conclure. Donc Kirsten, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette demi-heure passée ensemble, si tu devais résumer à quelqu'un qui a peut-être rejoint le webinaire en cours? Oui, donc si je peux résumer, les chevaux, bien sûr, c'est une chouette expérience, mais ce n'est pas une solution miracle. Par contre, c'est vraiment un moyen de retrouver des choix, surtout dans un monde aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, et finalement, quand on enlève toute notre pensée rationnelle, finalement, il y a l'IA qui est bien plus intelligent que nous. Qu'est-ce qui reste de nous et c'est quoi les compétences que j'ai besoin pour mon équipe, pour l'avenir, si c'est plus ma tête. Qu'on nous apprend à l'école et toutes les grandes écoles qu'on a, c'est quoi les compétences qui vont faire qu'on va survivre en tant qu'entreprise avec l'IA, surtout quand on ne travaille pas avec l'IA. Et c'est là où le cheval est un vrai vecteur, finalement, cette expérience-là, pour développer ces compétences-là. Et les neurosciences qui aujourd'hui soutiennent cette idée-là, voilà, il y a les liens précis. J'ai fait une petite introduction au début, mais c'est ça qui manque. C'est ça les compétences qu'on a besoin aujourd'hui pour finalement vivre dans ce monde qui est de plus en plus complexe et avec plus de pression. Voilà. Merci. Et donc, si on revient sur le groupe Latour, Régis, est-ce que tu peux conclure en expliquant pourquoi l'équicoaching a fait sens finalement pour ta structure? Alors, ça fait sens parce qu'on a constaté de façon très rapide, en fait, des vraies améliorations, des vrais progrès chez les participants, dans le groupe des participants, mais aussi des participants vers leurs équipes. En termes de cohésion d'équipe, déjà, comme dit dans le groupe, en fait, ça a été une expérience qui a vraiment soudé les équipes. Et sans aller jusqu'à dire que ça a créé un langage commun, mais ça a créé vraiment cette expérience de référence qui a rendu un peu les gens lisibles. En tout cas plus lisibles qu'un test de personnalité. Donc, du coup, on a vraiment vu que les gens ont fait cet effort de mieux s'adapter à la personnalité qui est en face. Donc, nous qui voulions travailler sur ça, justement, ça a été vraiment, là, le résultat, il était atteint à 100%. Il y a une prise de conscience des enjeux émotionnels aussi, parce que tout se joue aussi là-dessus. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un game changer sur l'émotionnel, mais par contre, je pense que c'est un outil qui est puissant pour révéler en fait ces problématiques-là. Après, sur la posture managériale, avec les équipes, on a vu que, notamment chez certains bleus, qui avaient un peu du mal, qui étaient très, comme disait Kirsten, des gens qui sont peut-être très dans la technicité, très dans le savoir-faire, peut-être parfois plus que dans le savoir-être. En fait, on a vu qu'il y a eu un assouplissement suite à cet exercice-là.
Ça a amélioré la communication avec le directeur général. Je vous donnais l'exemple avant que justement quelqu'un de très rouge a révélé son verre. C'était lui et justement c'était vraiment marquant parce que derrière, il a donné des clés pour mieux communiquer avec lui et ça a vraiment amélioré sa relation avec ses N-1. C'est une action de formation qui est vraiment originale, qui est authentique et du coup, je pense que parmi toutes les actions de formation qu'on peut faire, elle est vraiment dans le top de celles qui favorisent une adhésion vraiment forte des gens qui l'ont faite. Et au-delà de l'adhésion, c'est vraiment quelque chose, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, qui rentre dans les têtes et beaucoup plus qu'un test de personnalité qui va être débriefé ou avec un petit plan d'action ou quoi. C'est quelque chose qui rentre dans les têtes et qui devient vraiment un point d'ancrage. Donc, très, très belle expérience et quelque chose qu'on va certainement refaire chez Groupe Latour. Mais merci beaucoup, Régis, pour ce témoignage et Kirsten pour cette présentation. Alors, on a eu pas mal de questions qui sont arrivées. Juste avant de les prendre, je voudrais vous rappeler donc déjà vous remercier à tous, que ce soit effectivement les intervenants et les participants très actifs. Mais avant de passer donc aux questions-réponses, je voulais vous rappeler, parce que vous êtes très nombreux managers de transition, peut-être des personnes qui vous intéressent au management de transition, qu'on a donc un événement physique. On parlait du retour à l'humain et pas que le virtuel. Donc nous aussi, on a misé dessus puisqu'on organise donc une nouvelle fois une rencontre des managers de transition qui aura lieu à Strasbourg. Toutes les informations sont dans le lien que je viens de publier dans le chat. Donc n'hésitez pas, rendez-vous donc le 25 juin à 18h à la Brasserie Perle de Strasbourg. Info dans le lien. Et on va donc passer effectivement aux questions-réponses. Puisque notamment une personne est très active, je vais reprendre des questions. Alors certains vous avez déjà répondu, mais on va quand même les reprendre, ça permettra d'ancrer les sujets. Gudrun nous demande donc des exemples concrets d'exercices avec le cheval. Alors, concrètement, c'est quoi? Certains disaient se balader avec, mais c'est quoi? Est-ce qu'on leur demande de les caresser ou autre? Voilà, peut-être Kirsten, tu peux répondre à cette question. Oui. Comme j'ai déjà dit, dans la méthode des PonaQuest, il y a 2 types d'exercices. Il y a des exercices qui permettent de monter en compétences. Donc là, ça va être des exercices où, par exemple, je vais être très actif. Je vais être dans un rang de longe, le cheval est en liberté et je vais suivre des instructions. Donc, par exemple, le cheval doit marcher au pas autour de moi. Ensuite, il doit se mettre à trotter, faire un demi-tour et faire la même chose dans l'autre sens, sans utiliser, sans connaissance vraiment technique du cheval. Quoi d'autre? Il y a du coup, ça c'est monter en compétence. Il peut y avoir aussi des exercices type réflexion. Donc on va par exemple se connecter plutôt à soi et son ressenti. Donc là, il se peut que je dois tout simplement passer un moment avec le cheval, peut-être le brosser et expérimenter comment est-ce que je me sens avec le cheval. Je peux également, avec le cheval qui va me donner un peu ce ressenti, m'aider à découvrir comment est-ce que je me sens, par exemple. Donc, si maintenant j'ai du mal, je suis quelqu'un de très cérébral et j'ai du mal finalement à me connecter à mon corps, le cheval va pouvoir m'aider à retrouver quelque chose de doux dans mon corps parce que j'en aurai besoin pour donner des bonnes instructions à un manager. Donc, il y a différents types d'exercices qui se ressemblent physiquement, mais c'est l'objectif qui peut être très différent. Merci. Et puis le mieux, c'est de le vivre parce qu'on imagine qu'il y en a beaucoup d'autres et c'est aussi le but dans l'expérience. Gudrun, donc, qui a posé beaucoup de questions, qui demandait donc quel enseignement concret vous en tirez à long terme pour l'équipe, les membres. Régis, tu as déjà répondu, peut-être rappeler en quelques mots l'intérêt long terme. Hein, ça, c'est pas juste fini du jour au lendemain et on a oublié. Oui. Voilà. Alors, je reviens sur le point d'ancrage parce qu'encore aujourd'hui, comme dit, alors là, c'était il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Encore aujourd'hui, on revient parfois sur les exercices, on revient parfois sur les conclusions qu'on a tirées suite à cette journée d'EquiCoaching. Donc, les enseignements long terme, en fait, c'est que vous allez pouvoir avoir une sorte de stock de ressources, finalement, où vous allez pouvoir ramener quand ça dérape, en fait, quand vous avez quelqu'un qui retombe peut-être dans certains travers de communication, vous allez pouvoir revenir à ce moment-là et revenir aux solutions qu'on avait trouvées à ce moment-là. C'est pas anodin, vraiment, c'est quelque chose qu'on refait souvent comme exercice. Donc ça, c'est le premier point. Sur le long terme, je pense que c'est un vrai travail sur les clés de communication, c'est-à-dire que
moi, ce que j'ai remarqué après, même dans les différents échanges que j'ai eus en individuel avec les responsables qui avaient fait les quick coaching, en fait, c'est qu'ils ont ouvert les yeux sur eux-mêmes aussi. Alors, un test de personnalité vous aide un peu à le faire, mais l'authenticité du cheval, je pense que ça vous marque plus qu'un test de personnalité. Et du coup, c'est un bon exercice pour enlever les grilles de lecture, un peu nos propres grilles de lecture. C'est un bon exercice. Et du coup, je pense qu'on est plus enclin dans sa communication au quotidien, à faire ce travail, un peu cette petite routine qui doit tourner toujours derrière, de se dire, OK, moi, ma façon de faire, c'est ça. Attention, il faut peut-être que j'adapte un peu ma façon de communiquer. Alors, il y a plein d'autres exercices qui permettent de faire ça, mais l'équipe coaching est très puissant par rapport à ça. Et puis, sur le long terme, en fait, je reviens sur le team building. C'est quelque chose qui a vraiment créé du lien et de la cohésion dans une équipe de direction, en l'occurrence, là. J'ai clairement constaté les gens s'appelaient plus, les gens communiquaient plus, et on avait moins de problématiques concrètes de relationnelles entre les gens. Donc voilà, c'est pas que un truc unique. Et ça rejoint peut-être un peu la prochaine question de Philippe qui demande séance d'équi coaching one shot ou réalisation d'une séance supplémentaire pour approfondir certains points et aller plus loin dans la cohésion d'équipe. Kirsten, as-tu des conseils? Est-ce que c'est plutôt en une fois ou est-ce qu'on va au contraire l'ancrer avec plusieurs séances? Donc, moi, ce que j'ai choisi, moi, mon approche, donc il y a plein d'approches différentes. L'approche que j'ai choisie, c'est finalement de travailler sur 6 mois avec un petit groupe qui commence d'abord avec, bien sûr, le test de personnalité, avec des interviews type 360. On apprend un peu la théorie et ensuite, on va passer 2 jours ensemble avec les chevaux. Et derrière, il y a à peu près 4 mois d'accompagnement en individuel ou en groupe pour l'équipe. Ça, c'est aujourd'hui la méthode qui a pour moi, qui marche le plus, en tout cas où j'ai le plus de succès par rapport au manager. Juste un exemple d'un manager que j'ai accompagné, il a repris une équipe de 40 personnes avec 4 managers du coup qui en reporting direct, et il a dit, il a dû restructurer une équipe. Il a une équipe qui était proche du burn-out. Il disait on n'a pas assez de ressources, on a passé une année horrible. Et avec l'accompagnement, en fait, il a réussi à tourner l'équipe. À la fin de l'année, ils ont réussi. Ils ont moins de ressources encore, mais ils ont fini l'année en disant que ah oui, on n'a jamais passé une année aussi bien, on se sent bien. Allez, maintenant, on peut vraiment passer encore à la suite. Donc, il y a un vrai changement dans cette équipe-là qui a été observé, et ça, juste en 6 mois d'accompagnement. Merci. Gudrun qui nous demandait, alors pareil, Régis en avait un peu parlé, quels étaient les objectifs prédéfinis et en quoi cela a eu des conséquences sur les exercices? Est-ce que ça se travaille en amont, les exercices du sur-place? Et là, pour le coup, je me tourne à Régis, mais peut-être aussi Kirsten peut compléter. Alors, je donne peut-être notre exemple à nous, peut-être pour commencer. Alors, nous, comme dit, nos objectifs prédéfinis, ils touchaient donc au leadership. Alors, leadership dans le sens être capable de prendre la bonne posture de leader, justement. Donc, on avait une volonté de monter en compétence de nos responsables là-dessus. Donc, leadership et posture. Et on voulait aussi travailler sur tout ce qui est clé de communication, cohésion. Donc, on les a un peu adaptés personne par personne parce que, en gros, on est reparti aussi des entretiens individuels parce que nos responsables avaient déjà des objectifs qui étaient prédéfinis dans le cadre de leurs entretiens individuels et on a essayé de les convertir ou de les adapter pour qu'ils aient du sens dans le cadre de l'exercice des quick coaching. Donc, mais c'était surtout des objectifs, effectivement, de trouver les bonnes clés de communication et trouver la bonne posture. Et on les avait donc partagés avec la coach. Et de ce fait, la coach avait, alors certainement, moi je ne sais pas quel est tout le panel, mais de ce que j'en ai vu, elle a adapté les exercices par rapport à ça, justement. Est-ce que tu veux compléter, Kirsten? Oui, mais ça va bien dans le sens que Régis a déjà pu dire. Donc, effectivement, il y a des exercices de base, mais suivant l'objectif qui était prédéfini, on va adapter l'exercice. Il se peut que l'exercice, proprement dit, soit le même pour tout le monde,
mais l'apprentissage qui en est tiré peut être très différent. Donc, par exemple, un exercice sur poser une limite. Mais ça va être différent, cet exercice, finalement, si quelqu'un pose peut-être très bien les limites, mais n'arrive pas à garder la relation avec l'autre personne. Donc, qui est plutôt, genre, limite, il y a un mur. Et une autre personne doit travailler sur poser une limite et pas laisser finalement se surcharger de travail, ne pas pouvoir fixer de priorité, et ainsi de suite. L'exercice est le même, sauf que le transfert de ce qu'on apprend dans l'exercice va être différent d'une personne à l'autre. Très bien. Alors, je ne prends pas les questions dans l'ordre, mais une qui, je pense, fait un peu le lien, qui demandait, donc Pascal demandait, est-il possible d'obtenir le programme type de l'Equicoaching? Bah, là, j'ai envie de dire, du coup, vu ce que tu viens de dire, pas forcément, puisque ça dépendra justement des intervenants, des besoins. Je ne sais pas si vous voulez compléter là-dessus, ou est-ce qu'il existe des formules, dans quel cas de figure j'ai ce programme, etc., ou c'est du 100% personnalisé? On va je suis en train de réfléchir. Nos programmes types, non. On peut parler de programme type s'il y a des exercices qui ressemblent. Je ne crois pas qu'il y ait un programme type parce qu'on part, en tout cas, chaque équipe. Je ne connais pas toutes les équicoachs, mais en général, les équicoachs partent vraiment de l'objectif de la personne accompagnée ou l'équipe accompagnée et ça se construit derrière, vraiment. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Je vais un peu plus parce qu'il reste 3 questions. Alors, cette question, je pense, Régis a déjà répondu, puisque Gudrun demandait, recommanderez-vous de faire un test de personnalité DISC ou pourrait-on s'en passer? Bon, c'est ce que tu as fait, en tout cas, Régis. Est-ce que la question, c'est peut-être, est-ce que c'est indispensable? Oui. Est-ce que c'est indispensable? Enfin, je pense pas. Alors peut-être que Kirsten aura un meilleur avec moi, mais je pense qu'on peut très bien faire des exercices avec les Quicoach sans avoir fait de test de personnalité. Ça révélera des choses. Le test de personnalité, il va créer un peu. Ce que moi j'ai bien aimé, c'est que ça crée un peu, alors j'allais dire une tension, mais en fait on a un algorithme qui dit ça et on a un cheval, si je résume, hein, je simplifie un peu, on a un cheval qui peut dire peut-être autre chose. Et rien que ça, en fait, c'est un exercice en soi et c'est une base de travail justement avec cette personne-là. Si on a des paradoxes qui surviennent, en fait, ça, c'est ça qui, je pense, ça amplifie un peu comment dire, le pouvoir, on va dire, de cet exercice d'equicoaching. Donc moi, je pense que dans l'idéal, il faut commencer par un test de personnalité. Très bien. Je vais peut-être compléter. Juste, j'ai déjà fait des séances sans test de personnalité, ça s'est très bien passé aussi, mais une test de personnalité donne plus de profondeur. Et en même temps, je voudrais peut-être pas parler de test de personnalité proprement dit. Par exemple, j'utilise un outil qui va plutôt parler des compétences, un profil managérial que je vais utiliser en parlant des compétences que je peux surutiliser ou pas assez utiliser. Donc, ce n'est pas un test de personnalité, mais vraiment des compétences. Et ça donne des profondeurs derrière sur les compétences à développer. Avant-dernière question de Philippe qui dit un coaching d'équipe, mais est-ce que ça existe en individuel également? Kirsten? Oui. Oui, effectivement. C'est en équipe et individuel, les deux. Moi, j'aime bien travailler avec un groupe d'individus, donc des personnes qui ne se connaissent pas forcément avant, parce que ça permet d'échanger aussi des pratiques et faire un vrai du réseautage finalement par rapport aux compétences qu'on a, des difficultés qu'on peut voir, et on s'entraide en groupe. Donc, oui, ça existe coaching d'équipe et individuel, oui. Et dernière question de Jean-Luc qui nous demande est-ce que ces exercices ont permis de comprendre la personne d'en face, ses réactions, ses émotions et l'inviter à partager ce qu'il ressent. Je le reprends en dernière, vous avez un peu répondu, mais ça permettra de conclure en répétant l'essentiel. Qui souhaite répondre? Sinon je peux... Bon, dans notre cas, bon, c'est un peu ce que je disais, effectivement, oui. Alors comprendre la personne d'en face, c'est peut-être un peu fort parce que bon, toute la subtilité de l'être humain, vous n'allez pas la comprendre forcément dans un exercice comme ça. Mais en fait, on va comprendre, on va identifier des codes de comportement, on va identifier peut-être des mécaniques, on va identifier des postures.
Et effectivement, l'inviter à partager ce qu'il ressent, c'est ce qu'on avait fait après, justement, quand on avait débriefé, quand on avait travaillé sur l'ancrage derrière, on était revenu sur ces moments-là. Donc, oui, en fait, ça fait vraiment partie de l'exercice de partager sur les émotions, sur les réactions. Et justement, ça doit être un peu le point de départ des plans d'action qu'il doit y avoir derrière. Donc oui, carrément, oui. Kirsten, souhaites-tu conclure? Vas-y. C'est ça. Juste un point de vue neurosciences. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière la question, mais d'un point de vue neurosciences, vu qu'on utilise la capacité de corrélation et on va utiliser plusieurs choses aussi, la contagion des émotions, vu qu'on va comprendre beaucoup plus ce qui se passe derrière d'un point de vue neurosciences, oui, on va apprendre aussi à mieux décrypter certaines émotions par rapport à ce que je ressens, parce que je vais développer les capacités de ressentir. Et du coup, ça va m'aider à comprendre l'autre personne. Après, l'inviter à partager, oui, l'inviter, et ça se passe d'ailleurs dans ce groupe-là. On est dans l'invitation de partager. Finalement, on ouvre une espèce de... On crée un container vraiment qui permet de partager des choses qu'on n'a pas l'habitude de partager. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement, mais... Je pense que ça répond et ce sera une excellente conclusion puisque l'heure tourne. On a déjà depuis plus d'une heure. Alors, il y a énormément de réactions dans le chat, hein, Régis. Je vous invite à lire. Il y a même des candidats qui se proposent pour tenir la longe, même si a priori, il n'y en a pas forcément. Béatrice qui aimerait tenter l'expérience. Béatrice, n'hésitez pas à nous laisser un message, donc soit directement Kirsten, ou bien vous pouvez passer par Proévolution. On vous mettra en relation. En tout cas, un énorme merci, Kirsten, pour ce partage, Régis, pour ce retour d'expérience. Et à vous tous les deux pour cette participation. Merci aussi à l'auditoire. Vous avez été très actifs. C'est vrai qu'on fait beaucoup de webinaires et celui-ci a particulièrement bougé les foules et fait des réactions. Donc, n'hésitez pas si ça vous donne envie d'essayer. Voilà, il y a un sujet. Vous avez vu toutes les vertus de cette pratique Kaleki Coaching. Et sur ce, moi, je vais vous remercier, vous souhaiter d'avance un très bon été. Et puis, on se retrouvera à la rentrée pour des nouveaux webinaires, des nouvelles rencontres. Donc, merci à tous. Très bonne soirée.